Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK en partenariat avec le CNAS, consacrée aujourd'hui à la question suivante: comment concilier au mieux la responsabilité sociale des collectivités locales et l'action sociale à l'égard des agents. Rappelons s'il en était besoin que le CNAS est le numéro 1 de l'action sociale des personnels territoriaux, plus de 20 000 adhérents, partenaire historique de la fonction publique territoriale. Il accompagne les agents dans toutes les grandes mutations de nos organisations, comme celle de la société, ce qui est un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Des mutations d'ailleurs qui amènent à s'interroger sur les contours même de l'action sociale. Alors pourquoi ce sujet? Parce que la crise sanitaire a questionné tous les mécanismes de solidarité, mais aussi les collectivités locales dans leur mission, tout en montrant que celles-ci sont l'un des maillons les plus solides sur lesquels se fonde notre solidarité nationale. Au moment où s'entame une reprise, leur rôle est primordial afin que, entre guillemets, cette reprise ne soit pas pour certains une nouvelle crise. Et cela concerne évidemment les citoyens, mais également les agents eux-mêmes, très impactés par cette période. Alors, comment concilier au mieux responsabilité sociale et action sociale? Où les objectifs de l'un et de l'autre, de l'une et de l'autre convergent-ils? Pour répondre à ces questions et à de nombreuses autres, et surtout aux vôtres, que vous pourrez poser grâce à la fenêtre à droite de votre écran, questions, vous pourrez y répondre facilement, posez vos questions facilement, et puis je vous rappelle que cette conférence sera à votre disposition en replay sur le site de VK et qu'un lien vous sera envoyé dans les heures ou les jours qui viennent. En général, c'est très rapidement. Mais je m'empresse d'abord de présenter nos intervenants. D'abord Valérie Châtel. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes Je suis consultante. donc consultante et formatrice. Pardon. C'est bien pour un animateur d'avoir des intervenants qui font le travail à sa place. Je vais le faire et comme ça vous précisez. Et donc je précise que on entend des bruits, c'est sans doute Bertrand Langlais qui va nous rejoindre. Oui. Valérie Châtel, vous êtes donc consultante et formatrice dans tous les niveaux de collectivité territoriale et un bref passage dans une ARS. Vous avez occupé des postes très divers, surtout marqués par les ressources humaines, Rhône-Alpes et à la direction générale de la région. Frédéric Desmaisons, vous êtes le directeur général du CNAS. Vous avez effectué l'essentiel de votre carrière au service des collectivités locales, notamment comme DGA de Niort, si je ne m'abuse. Vous êtes au CNAS depuis 2017 et avec de nombreux enjeux, notamment conforter le modèle économique et associatif du CNAS et réussir la transformation numérique. Et Bertrand Langlais doit nous rejoindre. Nous l'espérons. Bertrand Langlais a été DGA dans les Pyrénées-Orientales, puis à Boulogne-Billancourt, puis DGS de la ville d'Orléans et d'Orléans Métropole. Et il est aujourd'hui DGS du Conseil départemental de l'Essonne. Mais je vous propose que nous entamions tout de suite le sujet de notre webconf. Peut-être Valérie Châtel, en rappelant brièvement ce qu'est la RSE, enfin, la RSE, RSO, et autour d'un texte et d'une norme pour ceux qui nous écoutent. Oui, une petite introduction effectivement qui rappelle quelques mots d'histoire et de référence en fait. Parce que d'abord, la définition de la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, c'est quelque chose qui émane de la Commission européenne. Donc, c'est pas juste une élucubration commune, c'est bien quelque chose qui aujourd'hui est formalisé et que l'on définit comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales. C'est-à-dire que c'est une référence directe à la notion de développement durable et à ces trois piliers, c'est-à-dire, et c'est vraiment important de comprendre les trois, l'environnemental, le social et l'économique. Alors ça, c'est l'aspect définition. Mais c'est aussi une norme de qualité que est la norme ISO 26000. Cette norme a été définie en 2010 et c'est le travail conjoint de 99 pays, c'est important à savoir, qui ont travaillé pendant 5 ans sur cette notion-là pour définir 7 domaines d'implication de l'organisation quand elle s'engage dans la RSE, qui vont de la gouvernance aux droits de l'homme, en passant par quelques éléments qui vont nous préoccuper particulièrement aujourd'hui, les relations et les conditions de travail, l'environnement bien sûr, et puis juste un petit point d'attention, la loyauté dans les pratiques, parce que la notion de partie prenante
prenantes dans la RSE, c'est une notion extrêmement importante. Et du coup, cette définition de loyauté dans les pratiques, je la trouve importante pour montrer qu'on s'engage non seulement en faveur de l'environnement, mais aussi dans des pratiques respectueuses des personnes et donc de l'ensemble des parties prenantes. Cette définition se complète dans le droit français par un certain nombre de textes, mais notamment par la loi Pacte qui, en 2019, a créé le principe de l'entreprise à mission, qui aujourd'hui commence effectivement à faire réfléchir un certain nombre d'organisations, bien sûr privées, mais surtout publiques également, puisque effectivement ça amène les structures à se poser la question du sens de leur mission, ce qui est important pour nous aujourd'hui. Oui, de ce qu'on appelle leur savoir-être. Il y a effectivement un certain nombre de collectivités qui aujourd'hui se posent la question de leur savoir-être. Ce qui peut d'ailleurs, comme ça, paraître surprenant, ça peut paraître une évidence, mais c'est très intéressant d'analyser ça, mais je pense qu'on en reparlera. Frédéric Demaison, un petit arrêt à ce stade, juste sur… Valérie Châtel parlait de cette démarche de labellisation ISO 26000. Je crois que le CNAS l'a entreprise dans une démarche au service des agents en 2019. Bon, c'est même antérieur. C'est une démarche qui était initiée il y a 7 ans, que nous poursuivons avec acharnement, peut-être compte tenu de la mission propre du CNAS, qu'il est plus facile de couvrir l'intégralité des champs qu'elle recouvre. Ce que je pourrais indiquer de façon plus précise, c'est que nous avons une très forte insistance sur la qualité de vie au travail, sur la qualité des locaux, sur l'ergonomie. Les salariés sont participatifs à chaque changement, non seulement organisationnel, mais également du contexte de travail, des réhabilitations, des constructions. Donc, ils sont à un moment donné acteurs. C'est une façon de les associer pour s'approprier non seulement les lieux, mais aussi les adapter en fonction des moments de travail. Donc, sans céder à la mode de l'immense… Par exemple, on a renoncé à l'open space. Ça, c'est vraiment un choix très important. On ne cède pas à la mode ambiante qu'il s'agirait pour les collectivités de singer le modèle économique du privé. On fait attention de respecter les salariés dans leur lieu, dans leur unité, tout en ayant des endroits de convergence, des petits espaces de coworking, des espaces de confidentialité. Mais c'est vrai qu'on a fait un choix structurel de ne pas basculer, comme certains de nos consoeurs, dans le tout coworking qui nous présente, selon nous, une adaptation à un modèle dans lequel on ne se reconnaît pas forcément. Donc, on peut être efficient, mais sans singer un modèle qui questionne par ailleurs, c'est-à-dire c'est le processus d'autocontrôle permanent alors que l'on tient à la préservation de l'intégrité professionnelle et évidemment personnelle des salariés. Alors, l'ISO est constamment reconduit parce qu'on veille à être vraiment très, très ancré dans cette démarche et en amélioration continue, constante. Voilà, j'ai fait juste un zoom sur une particularité du CNAS. Très bien, merci beaucoup. Je viens de prendre que Bertrand Langlais est là, mais par téléphone. Donc, bonjour. Bonjour Bertrand, heureux de vous entendre, à défaut de vous voir. La caméra devrait arriver, mais je vous salue bien tous. Très bien, très bien. Bonjour. Très bien, très bien. On va pouvoir continuer. Je ne sais pas à quel stade vous êtes arrivé par rapport aux quelques mots d'introduction qu'on a pu avoir, mais j'ai pris le temps de vous présenter. Valérie a redit quelques mots sur la RSE, le texte, la norme, l'ISO 26000, la loi Pacte, et quelques mots sur les entreprises à mission. Frédéric Demaison vient d'évoquer les conséquences et le travail qui a été fait par le CNAS autour de cette labellisation. Et à ce stade, moi, j'aimerais bien qu'on continue ensemble avec une question qui faudrait m'arrêter en fait un instant sur le mot responsabilité, mais peut-être sous un angle un petit peu plus individuel. J'étais la semaine dernière à Metz pour le salon Territorialisme et le congrès des DG, des directeurs généraux. J'ai eu le sentiment que pour beaucoup de fonctionnaires d'une certaine génération, je vais dire, ça permet d'être large, pour beaucoup de fonctionnaires, le sens de l'intérêt général qui a motivé leur entrée dans la fonction publique a changé. Qu'il y a quelques années, c'était plus de l'ordre du progrès social, alors qu'aujourd'hui, peut-être que la crise sanitaire a été un accélérateur,
tous les éléments précisément environnementaux, climatiques, de santé, de nouvelles collaborations prennent toute leur place. Est-ce que c'est le cas pour vous? Et si c'est le cas, quelle est votre analyse? Bertrand peut-être et Valérie ensuite. Alors, pour rebondir sur votre propos, le sentiment que j'ai, c'est effectivement la crise a été à la fois un révélateur de mutations profondes qui étaient déjà à l'œuvre et un accélérateur, évidemment, qui fait que désormais, on est plus que jamais dans un monde qui est ressenti par les collaborateurs comme par les citoyens comme à la fois vulnérable, changeant, incertain et puis même parfois un petit peu ambigu. Donc, il y a vraiment une perte de repères qui est très, très palpable dans les collectivités. De ce point de vue-là, je pense que le service public et les collectivités locales en particulier ont l'immense avantage de pouvoir être identifiés comme un point de repère qui apporte à la fois, je dirais, trois choses. D'abord, la sécurité. Et dans le monde actuel qui bouge, un univers sécurisant est un univers évidemment attirant et important à bien des égards. Deuxièmement, la possibilité de se sentir utile. Je crois que la plupart des métiers du service public sont des métiers dans lesquels on voit directement l'impact de son action sur le vivre ensemble, que ce soit dans les champs de la solidarité, dans les champs de l'éducation, dans tous les domaines. Et puis enfin, peut-être un troisième point qui est, au-delà de l'utilité, la possibilité pour les agents de se réaliser personnellement. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas nécessairement dans toutes les formes d'employeurs. Et je crois que si on reprend la pyramide de Maslow, se sentir en sécurité sur ses bases, pouvoir se rendre utile et enfin se réaliser personnellement, je crois que c'est un élément qui est majeur. Et de ce point de vue-là, de plus en plus de collectivités offrent la possibilité, comme les entreprises d'ailleurs, aux salariés de trouver des raisons de se réaliser. Alors, on va vous écouter tous les trois sur cette question parce qu'il y a, et après, il y a quelques réactions d'internautes déjà sur ce sujet-là. Valérie, sur cette question. Oui, il est sûr aujourd'hui que la notion d'utilité sociale a vraiment évolué pour ce qui est de mobiliser les agents eux-mêmes. Je pense que ce qu'on appelle l'utilité sociale aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois collectif et résolument tourné vers le développement durable. Et donc, du coup, ça comprend pour le développement durable à la fois l'aspect social, hein, qui reste quand même très présent dans les préoccupations communes, et à la fois, bien sûr, les préoccupations environnementales, mais aussi les questions de réussite quand Bertrand parle d'épanouissement personnel. Je pense que l'épanouissement personnel, ça n'est pas juste une question de confort, c'est qu'on sait aujourd'hui que pour préserver la santé des travailleurs, il faut leur donner un sentiment de réussite. Et il y a peu de temps, j'entendais Yves Clos qui définissait la santé. Et la santé des travailleurs, en fait, c'est quelque chose qui est à la fois un état d'efficacité, d'efficience dans la production et une capacité aussi à atteindre des buts supplémentaires à ceux qu'on s'était fixés. C'est-à-dire qu'effectivement, l'épanouissement n'est pas juste une question de confort personnel et de bonne santé, ce qui paraît déjà assez naturel, mais c'est aussi une question d'efficacité et de performance. Et que donc, pour être performant, il faut être capable dans les organisations de répondre à cette aspiration des agents à atteindre ces deux buts qui sont à la fois d'atteindre ces objectifs et puis même de les dépasser. Et pour ça, effectivement, la question des conditions de travail est absolument essentielle. Frédéric de Maison, quand on préparait cette émission, vous évoquiez, il y a une phrase que j'ai notée de votre part, vous disiez aujourd'hui, je trouve que les vocations sont interrogées, qui est un petit peu à contre-courant de ce que l'on vient d'entendre de la part de Bertrand et de Valérie. Moi, je ne peux pas trop avoir un discours général. J'ai un discours à partir des 20 000 collectivités adhérentes au CNAS, qui vont du village. C'est assez, oui, mais qui vont du village à la région. Donc finalement, on a un panel assez important. Je pense que effectivement, le sens de l'engagement, en gros, ce qu'on a comme retour, à la fois des maires, des élus, des vice-présidents de régions, départements, et des salariés qui sont représentés également dans les instances du CNAS. OK, nous sommes engagés, le travail a un sens. Nous sommes les derniers de cordée, moi je dirais qu'ils sont surtout les premiers, on l'a vu pendant la crise. Mais aujourd'hui, ce qu'on entend, ce qu'on voit apparaître, ce n'est pas à n'importe quel prix. Le premier point qui nous revient très fortement, c'est la baisse d'attractivité des collectivités s'agissant de la rémunération.
effectivement, elles sont assez peu en rapport à d'autres pratiques. Et là, on a un sujet qui revient en permanence jusqu'à des maires, y compris de grandes villes, qui nous disent on a vraiment des difficultés de recrutement et qui ont même recours au CDI pour majorer le salaire, pour rendre les postes plus attractifs en quelque sorte. Le deuxième point qui nous vient plutôt dans le versant salarié, c'est au fond le parcours de combattant que représente le statut pour accéder à la titularisation, le diplôme, le concours. Toutes les collectivités ne déclarent pas les postes. Ensuite, il y a une phase d'1 an et demi à 2 ans de stagiairisation. Et on entend des salariés, on en a d'ailleurs au CNAS, qui ont arrêté dans les collectivités, qui nous disent une période d'essai, c'est 4 mois quoi, chez vous. Et là-bas, c'est 1 an et demi. Et certains nous disent, moi, je viens d'une classe moyenne. Mes parents ont fait des gros efforts financiers pour mes études. Je passe un concours, c'est parfois aléatoire. Après, j'ai une phase de stagiairisation. Ça devient très lourd. Ils ont l'impression de ne pas avoir le retour sur investissement, de sacrifices familiaux. Personnel, c'est normal pour un étudiant qui travaille. Mais on voit que là, il y a quelque chose qui commence à se jouer. Il y a des sentiments également sur le sens de perte d'efficacité, ce qui est évoqué tout à l'heure. Le millefeuille territorial revient chez tout le monde, unanimement élus, salariés. On a quand même beaucoup de personnes au CNAS. Il y a 800 000 bénéficiaires, vous imaginez l'impact. Et là, on a quelque chose autour de… C'est de plus en plus complexe. La répartition des compétences nous heurte parce qu'elle nous renvoie parfois de la faiblesse sur la productivité territoriale. Le troisième point, et c'est celui-ci que je voulais souligner, c'est que nous avons de l'aide sociale très spécifique, notamment autour des situations de crise. Pendant un certain temps, seules les catégories C nous sollicitaient. Un coup de pouce sur le plan de la facture énergétique, sur le plan des loyers, et on venait en complément. Ce complément permettait à une certaine période de rétablir la situation des personnes. Après, on a des critères, donc il y a des aides plus ou moins fortes. Maintenant, les catégories B sont concernées, ce qui est tout nouveau. Ça a 3 ans. Et c'est toujours en lien avec la rémunération. La majorité des personnes qui demandent, il y en a 500 au CNAS, c'est très important finalement, 500, nous montrent plusieurs choses. La première, c'est que beaucoup de femmes seules sont en très grande difficulté. Parfois parce que les conjoints ne versent pas, enfin bon, etc. On connaît la problématique. Et puis, on est face à des problèmes de surendettement majeurs. Et notre assistante sociale du CNAS fait parfois des visioconférences avec l'assistante sociale de la CAF ou du département qui accompagne la famille ou la personne, qui par ailleurs est complètement perdue dans l'offre et l'accessibilité à l'offre, parce que parfois ils n'ont pas les outils, d'ailleurs numériques, dans certains cas. Donc on fait finalement des visioconférences pour permettre à la personne de retrouver de l'autonomie et de la marge. Mais on est confronté à du surendettement et on a même des catégories A aujourd'hui, très peu présentes encore, mais qui s'affirment de plus en plus. Donc ça touche à tous les éléments que je viens d'indiquer et on y passe beaucoup de temps. C'est des accompagnements personnalisés qui peuvent interroger la fonction RH des collectivités sur l'accompagnement social, d'assistante sociale. On voit que les gens n'arrivent plus à se repérer à des guichets fragmentés et qui ont besoin de restituer leur position pivot et centrale, d'être acteurs pour sortir de la précarité. C'est la manière dont vous illustrez cette formule de dire que les vocations sont aujourd'hui interrogées. Alors, vous évoquiez tous la notion d'attractivité. Peut-être que le fait que des collectivités se posent la question de leur responsabilité sociale, c'est quelque chose qui, en tout cas pour les jeunes générations, peut avoir du sens et les rendre attractives. Au-delà de cette question, moi, j'aimerais bien essayer de comprendre pourquoi, Valérie et Bertrand, pourquoi tant de collectivités locales aujourd'hui se posent la question de leur responsabilité sociale. A priori, dans l'esprit commun, c'est quelque chose qui devrait être une évidence. Quel est votre regard par rapport à ça? Valérie peut-être, et Bertrand ensuite.
Oui, juste quelques mots, parce qu'effectivement, je pense que les collectivités sont particulièrement intéressées à cette question-là pour 3 raisons. La première, c'est qu'elles sont vraiment en prise avec la société, c'est-à-dire que c'est une préoccupation qui est dans le monde social, et donc du coup, elles s'en préoccupent comme toute autre structure, et c'est assez naturel. Et en plus, elles ont un devoir même d'exemplarité vis-à-vis de la société, donc c'est absolument naturel que la question se pose pour eux. La deuxième question, c'est vraiment la question de l'action publique. C'est-à-dire qu'elles sont porteuses de l'action publique. S'il y a un secteur où on peut parler de mission, c'est bien dans le service public. Et donc, du coup, la question du sens de l'action publique est logique. Et à ce sens-là, les collectivités ont un rôle d'animation du territoire. C'est-à-dire que pendant longtemps, cette animation, en fait, était surtout une animation en termes d'attractivité économique, ce qui en soi est déjà très important pour assurer l'emploi, développer le territoire, faire venir les touristes, développer la culture, etc. Mais aujourd'hui, elle prend une dimension nouvelle parce que les collectivités se préoccupent également que cette animation fasse venir des entreprises qui elles-mêmes sont engagées dans le développement durable et donc du coup, soit dans la RSE elle-même, soit dans des démarches environnementales qui sont intéressantes. Donc elles ont un regard un peu double de ce côté-là. Et puis, je pense, et c'est un peu la réponse qui n'est pas une réponse aux questions financières que vous venez de soulever, Monsieur Desmaisons, mais plutôt la question en fait de l'engagement dans le service public. C'est Anicet Le Port qui, avant même que les entreprises à mission soient inventées, en fait, disait que ce qui fonde en fait le statut commun des 3 fonctions publiques, c'est qu'elles s'adressent à des fonctionnaires qui se définissent comme des citoyens responsables. Et aujourd'hui, ben, effectivement, si on est un citoyen et qu'on est responsable, on est forcément porteur, effectivement, de valeurs. Et ces valeurs de développement durable et d'amélioration de l'environnement et de protection du monde pour les générations futures sont très partagées par les agents parce que c'est la manière aujourd'hui d'être citoyen et d'être responsable. Bertrand, par rapport à cette question, avec peut-être une petite question supplémentaire qui vient qui me fait penser venant des propos de Valérie, est-ce que c'est parce que je dirais, les collectivités sont des entités inscrites dans la société? Donc, on me dit que Bertrand, est-ce que vous nous entendez? Non, il est malheureusement déconnecté. Il essaye de se reconnecter. Bien. Cette question, je vais peut-être te la reposer, Valérie, parce que bon, c'est bon, je vous entends. C'est bon. C'est bon. Ouais. Alors, voilà, les joies du direct. Bon, donc par rapport à la question, bon, savoir pourquoi autant de collectivités locales se posent la question de leur responsabilité sociale aujourd'hui, d'une part. Et puis, il y avait quelques propos de Valérie qui me font penser à une question complémentaire. Est-ce que c'est parce qu'elles sont des entités inscrites dans la société, donc de fait responsables en tant que telles, ou est-ce qu'elles sont responsables territorialement de rassembler les acteurs? En fait, je pense qu'il y a un premier aspect, en tout cas ce que je ressens profondément, c'est cette porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors on l'a beaucoup abordé pendant la crise avec évidemment la démultiplication du télétravail qui fait que le travail est à la maison et à l'inverse, les gens ne vont plus au travail en mettant de côté leurs convictions parce que l'évolution des mutations et la taille des enjeux auxquels on a à faire face fait que les gens viennent au travail avec leurs convictions. Finalement, il y a une porosité, je trouve, entre notre fonction de citoyen et notre fonction d'agent, collaborateur. Et ce qui fait que, pour répondre à cette question, pour moi, il n'y a pas de dissociation, il n'y a plus de dissociation entre ce qui relève de la responsabilité des collectivités sur un territoire et ce qui relève de la responsabilité des collectivités en tant qu'employeur. Et ça, c'est un point qui me paraît majeur. Et partant de ce principe, il n'y a pas de raison que la collectivité ne s'empare pas des sujets de responsabilité sociale avec les acteurs territoriaux. Valérie, réaction par rapport à ça? J'ajouterais juste un petit mot pour dire que les élus sont particulièrement préoccupés aujourd'hui justement à la fois d'essayer d'être exemplaires, mais aussi de faire venir sur leur territoire des entreprises qui le sont elles-mêmes. Et que aujourd'hui, dans les réflexions des élus, je pense qu'il y a cette question de comment faire pour que sur mon territoire, il n'y ait pas juste des entreprises de production, mais qu'il y ait des entreprises de production, mais dans une orientation effectivement soutenable, littéralement, à tout point de vue. Ça pose d'autres questions sur la problématique de l'industrialisation de la France, mais je pense qu'aujourd'hui, on entend chez les élus cette problématique effectivement de soutenabilité pour le territoire. Et donc, à ce sens-là, ils ont vraiment un réel rôle d'animation.
Alors là, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question avec laquelle j'étais venu, mais qu'un certain nombre de personnes nous posent, qui est sur le fait qu'une démarche de RSE-RSO, souvent pas mal portée par l'administration, est-ce que ça ne vient pas impacter le projet politique d'une certaine manière? Au-delà des sourires. Alors, qu'est-ce qui doit répondre? Je peux dire un mot là-dessus, peut-être? Ah, bien sûr, bien sûr. Allez-y tous les trois. La réponse, c'est oui. Alors, évidemment, dans une entreprise privée, il y a une obligation d'alignement stratégique parfait entre le projet d'entreprise, le projet stratégique d'entreprise et le projet managérial. En réalité, en collectivité, on devrait être dans la même situation. Simplement, pour un certain nombre de raisons, elle est moins évidente dans la mesure où la grille d'analyse qui préside aux choix politiques et à la vie démocratique ne correspond pas exactement à ces enjeux-là. Et on voit bien qu'il y a un vrai sujet d'alignement entre la gouvernance politique et, si je puis dire, la gouvernance managériale et du coup le projet de responsabilité sociale interne. Et je crois que ça, c'est un élément majeur. C'est un élément que doivent comprendre les élus parce qu'ils sont élus démocratiquement pour porter un projet politique, mais ils sont également employeurs. Et donc, ils ont cette responsabilité, y compris en termes d'attractivité de leur collectivité. On est dans beaucoup de collectivités avec un vrai enjeu d'attractivité. Et on l'a dit tout à l'heure, ça a été très bien dit par Frédéric Demaison, au-delà de l'action sociale, au-delà de ce qu'on peut faire comme élément d'attractivité connexe à la rémunération, il y a vraiment la réputation d'une collectivité qui va être un enjeu d'attractivité. Et de ce point de vue-là, la marque employeur est aujourd'hui un élément déterminant. Et cette marque employeur, c'est vraiment ce que renvoie une collectivité à l'extérieur. Et ce qu'elle renvoie à l'extérieur, c'est pas uniquement ces barèmes sociaux, la prévoyance, la participation employeur, tous ces éléments qui sont des éléments évidemment importants, qui jouent beaucoup, mais qui jouent, j'ai envie de dire, à périmètre donné. Et donc, l'enjeu de l'alignement entre le projet politique et le projet RSE, il est majeur pour l'avenir, dans la mesure où la ressource, on va dire, financière et les conditions de travail aujourd'hui ne sont plus suffisantes. Valérie, sur ce sujet, puis peut-être Frédéric, on vous fera réagir également. Oui, moi je rebondis tout à fait sur ce que vient de dire Bertrand parce que je pense que pendant longtemps on a fait au sein des collectivités des agendas 21, des projets de développement durable, des choses comme ça qui étaient vraiment le fait de l'administration. Aujourd'hui, on a des nouvelles équipes politiques qui arrivent progressivement dans toutes les collectivités et je ne vise pas une couleur politique particulière parce que je pense que toutes les équipes en fait sont dans un processus de rénovation de ce point de vue-là et qui du coup sont beaucoup plus conscientes du fait que pour avoir une vraie politique de développement durable, c'est-à-dire une politique de RSE, il faut aligner effectivement tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Et donc, c'est en train de se réfléchir, de se mettre en place. Et donc, on a quand même des équipes qui, d'une part, au niveau de la direction générale, en fait, portent des vrais projets et les suivent. On en reparlera tout à l'heure. Et des élus qui, du coup, sont moteurs aussi pour interroger les pratiques de l'administration en disant c'est pas tout effectivement de respecter l'administration, mais il faut que l'administration s'interroge sur ses propres pratiques en matière de commande publique, en matière de relations usagers, etc. Et donc du coup, il y a une commande. Alors, ce qui va nous interroger dans les mois et les années qui viennent, c'est que malgré tout, du coup, s'agissant de processus et de réflexions qui sont assez nouvelles, quelquefois, l'idéal se confronte à la réalité. Et c'est pas toujours facile, effectivement, de faire coïncider, par exemple, le bien-être au travail et le respect de la loi et du citoyen en matière de temps de travail, par exemple. Et aujourd'hui, on voit bien dans l'actualité qu'il y a des confrontations d'idées entre la question de la pénibilité, parce que c'est une véritable question, et puis la question du temps de travail, qui est aussi un acquis social plus ou moins acquis. Et puis, la vision que peut avoir l'élu comme porteur, en fait, du regard des citoyens, qui est, oui, mais l'argent public paye des citoyens et on exige qu'ils travaillent à tel niveau de temps de travail. Et donc, du coup, je pense que ce qui va être intéressant et enseignant, c'est cette confrontation entre vraiment l'idéal de respect de toutes les parties prenantes et puis, du coup, la mise en œuvre, parce que ça nécessitera forcément des controverses, pour ne pas dire des disputes au sens sociologique du terme. Frédéric Demaison, je vous voyais opiner du chef sur ce sujet. Oui, je partage, d'autant que le socle invariant des problématiques de management des collectivités, grosses ou petites, c'est effectivement la façon dont on embarque les salariés dans le projet politique, s'il a la chance par ailleurs d'être décliné en politique publique relativement claire,
ce qui permet d'embarquer les personnes. Et souvent, on l'entend nous-mêmes. L'administration reste, les élus passent. Ça veut dire que sur des regards d'une quarantaine d'années sur les collectivités, l'alternance démocratique nécessite pour les managers et les nouveaux managers de reconstruire quelque chose sur lesquels les salariés doivent de nouveau s'engager avec le devoir d'obéissance qui est quand même la base structurelle du fonctionnaire, puisqu'il obéit aux orientations fixées par le politique. Dans une démocratie, c'est relativement parfaitement crédible et logique. Mais je crois que ce socle-là s'enrichit de nouvelles problématiques qui viennent d'être indiquées par Valérie Châtel, toutes les problématiques environnementales, de prégnance des conditions de travail, de prégnance de rémunération, qui placent les élus et nous-mêmes dans des situations qui ne sont pas si simples. Donc il y a une croissance de la complexité sur un socle de base, mais qui a correspondu quand il a été créé il y a 40 ans, je parle du statut, qui pourrait nécessiter de s'interroger sur le statut. J'ai souvent coutume de dire, non pas le faire sauter, non pas interdire la titularisation, j'y suis favorable, j'en fais partie, donc ce n'est pas tellement le sujet, mais j'ai coutume de dire que l'armée rouge a réussi à se réformer, on voit jusqu'où ils sont capables d'aller, on devrait pouvoir y arriver dans une France démocratique et qui permettrait de revisiter. Et là, on est sur des questions taboues, et là, c'est très difficile. Et là, je sais que c'est très difficile. C'est difficile au quotidien pour tous les managers, pour les RH, de combiner l'ensemble de ces injonctions qui sont parfois effectivement contradictoires. Je garde quand même en tête, je me permets d'insister, non pas pour, c'est pas ma vocation, mais de dire que le reste à vivre des salariés, que j'appelle salariés, des agents de la fonction publique territoriale, est tel qu'ils sont interrogés sur le socle de la pyramide évoquée tout à l'heure. Je pense que sur le sens, on y est toujours. On l'a vu pendant la crise, c'est pas parce que des agents de service sont payés au SMIC qu'ils ont arrêté de délivrer des repas dans des conditions pas faciles, puisqu'il y avait encore des interrogations sur la source, sur les conditions de fabrication, sur les conditions de préservation de leur propre situation. Donc moi, j'ai perçu des agents, des élus extrêmement engagés à tous les niveaux hiérarchiques. Donc ça, c'est très, très fort. Mais à quelles conditions? Et ça, il y a une interrogation du socle. C'est difficile de rentrer. Donc le sens était là, mais le socle est réinterrogé par le bas sur le reste à vivre à partir des rémunérations que l'on offre. Alors je sais que c'est très difficile, on l'a tous fait, on jette un œil particulièrement vigilant sur la masse salariale, ça part dans le budget de fonctionnement, les oppositions à tour de rôle aiment critiquer, attaquer sur ce registre-là, mais je pense qu'il y a quand même une question structurelle qui mérite interrogation. Est-ce que le statut qui a 40 ans, bientôt un demi-siècle, est encore le bon? Ces systèmes de prix, ces systèmes de tout ça, je pense que ça manque d'agilité et je ne suis pas sûr que ça corresponde aux attentes des nouvelles générations par ailleurs. Frédéric, ça nous donne peut contraindre la motivation. Des tas d'idées de thèmes de nouvelles webconférences à organiser. Mais je voulais qu'on essaye de balayer le sujet sur tous ces aspects aujourd'hui. Peut-être avec vous, Bertrand, c'est vrai qu'au-delà d'une quelconque, peut-être pas juste, mais d'une simple labellisation, pour les collectivités aujourd'hui, comment les choses se réalisent en termes d'inclusion, je crois qu'il y a des choses qui avaient été mises en place quand vous étiez à Orléans. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de tout ça? Alors, effectivement, tout ce qu'on peut évoquer en termes de RSE ne se traduit pas nécessairement par une normalisation, une certification. D'ailleurs, je serais intéressé de savoir combien de collectivités se sont engagées dans ce processus de certification, de normalisation. À la limite, j'ai envie de dire, peu importe, s'engager dans ce type de processus a un intérêt majeur, c'est que ça embarque et que c'est l'occasion effectivement de créer une dynamique pour embarquer, mais il n'est pas une condition nécessaire. Après, selon effectivement les collectivités, on a des actions extrêmement variées qui sont mises en place. Dans les collectivités où je suis passé, il y en a eu un certain nombre, mais elles sont loin d'être ni exemplaires ni exhaustives, évidemment. Je pense qu'il y a plusieurs champs classiquement dans lesquels on agit. Ils ont été rappelés en introduction par Valérie lorsqu'elle a défini la RSE. Il y a le champ d'abord social qui est important. Dans le champ social,
on parle effectivement souvent de l'inclusion, vous avez cité le titre. L'idée, c'est comment on passe d'une logique, on va dire, d'employeur à une logique de communauté professionnelle. Et cette logique de communauté professionnelle, elle doit se traduire par plein de choses, y compris par la façon dont on traduit des obligations réglementaires. Je prendrai un exemple, par exemple. Dans l'Essonne, on est en train de travailler, comme dans toutes les collectivités, au rapport égalité femmes-hommes. Et en réalité, les élus ont une vraie discussion en ce début de mandat sur comment est-ce qu'on peut veiller à ce que cette question de l'égalité femmes-hommes au sein de la collectivité locale soit traitée en même temps que le sujet à l'échelle territoriale. Et donc voilà, il y a une délégation, comme beaucoup maintenant, une élue chargée de ces questions-là à l'échelle du développement du territoire. Et donc il y a un vrai travail avec des groupes de travail d'ailleurs mixtes, composés de représentants de la société civile et de représentants de la collectivité, pour travailler sur ces questions et dépasser les simples questions de parité, de questions liées au harcèlement, etc., etc. Et je crois que c'est ce type d'exemple qui montre que on peut sortir d'une logique purement employeur et aller vers une logique communauté professionnelle qui est tournée vers l'extérieur. Ça, c'est dans le champ de l'inclusion, un exemple parmi bien d'autres. Après, on a le champ de la santé, évidemment, qui a été abordé. Moi, je ne peux pas ne pas rappeler effectivement que les collectivités ont été en première ligne sur la gestion de la crise sanitaire, alors qu'elles n'étaient pas compétentes avant tout sur ce sujet-là, que ce soit en matière de masques, de tests, de vaccins. Elles sont allées bien au-delà de leur rôle. Et là aussi, on peut y voir quand même le signe d'un lien étroit entre leur responsabilité sociale sur un territoire. Elles ne pouvaient pas ne pas agir et l'engagement, le sens de l'engagement de leurs agents. En matière de santé, beaucoup de choses sont mises en œuvre par les collectivités. Pour prendre l'exemple, dans l'Essonne, on a mis en place le mois dernier le mois qui bouge. Voilà, c'est un exemple très, on va dire, très basique, mais c'est pendant un mois, on fait en sorte que les agents ne prennent plus l'ascenseur, que les agents voilà, organisent un certain nombre d'activités sportives. On a même mis en place des vélos pour travailler en faisant du vélo dans son bureau. Donc là, on est plutôt sur des choses qui peuvent ressembler à du gadget, mais en revanche, qui dégagent au sein d'une communauté professionnelle du sens commun autour d'opérations extrêmement concrètes qui font qu'il y a un sentiment d'appartenance et que la santé peut être un espace de vivre ensemble. À Orléans, on avait mis en place les printemps de la qualité de vie au travail, qui sont aussi une démarche intéressante, qui allait au-delà de la santé, mais qui prenait en compte la question du bien-être au travail de manière plus générale. Ces printemps de la qualité de vie au travail étaient l'occasion d'aller à la rencontre de tous les agents et de se rendre compte, on va dire, de leur état d'esprit, de leur humeur, de leurs besoins et de ce qu'ils pouvaient aspirer comme bien-être au sein de la collectivité. On s'est rendu compte d'ailleurs qu'un certain nombre de sujets très basiques n'étaient pas réglés, comme leurs vêtements de travail. Et donc, parler de qualité de vie au travail, de bonheur au travail, paraissait bien superflu tant qu'on n'avait pas traité ces questions plus élémentaires. Donc voilà, dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Et puis, on peut citer aussi les questions environnementales qui ont été abordées aussi dans le cadre de la RSE. Beaucoup de collectivités se sont engagées sur ces sujets-là. J'ai envie de dire, la moindre des choses lorsqu'une collectivité met en place un plan climat ou une charte de développement durable, c'est évidemment qu'elle soit exemplaire sur ce domaine. Et d'ailleurs, la plupart des collectivités mettent en place un pilier exemplarité interne. Donc, ça va des plans de déplacement de l'administration, les politiques zéro papier, tout ce qui est sobriété énergétique. Voilà, par exemple, dans l'Essonne, on travaille à la fois sur le covoiturage, sur les remisages à domicile avec des voitures électriques uniquement, sur la prise en charge des frais de transport. Voilà, c'est des éléments assez basiques qui sont pas nécessairement très distinctifs, mais qui montrent que les collectivités ne peuvent plus ne pas agir dans ces domaines. Là, voilà un petit peu pour ces exemples. Voilà, social, santé, environnement pour rester classique. Et puis au-delà de ça, mais on pourra en parler, il y a pour moi la nécessité de s'inscrire dans une logique plus globale de communauté professionnelle. Oui, parce que là, quand je vous écoute et quand vous posiez la question de savoir le nombre de collectivités qui ont mis en place des démarches, on a l'impression que tout le monde en fait un petit peu dans son coin, si je puis dire, partiellement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'émiettement de ces actions si elles ne sont pas, je dirais, dans une cohérence et une volonté qui est clairement affichée? Oui, alors il y a la nécessité d'avoir une volonté. Alors beaucoup de collectivités mettent en place des projets d'administration qui sont souvent
sous-tendu par justement la nécessité de faire un lien entre le projet politique et le projet managérial, lequel comprend évidemment une dimension RSE importante. Cette volonté, elle est majeure. Je crois qu'elle nécessite une stratégie managériale qui soit forte, qui soit visible et qui s'inscrive dans le long terme. Et je crois que la colonne vertébrale qui peut donner sens et qui peut donner vraiment le sentiment qu'on n'est pas sur une politique, on va dire, éparse et sans cohérence, cette stratégie managériale, elle est majeure et elle doit servir de fil rouge qui doit permettre d'ailleurs aux agents de se reconnaître et de s'identifier dans la volonté de l'employeur de déployer cette RSE. Alors, ça n'empêche pas qu'on ne doive pas être sur une politique des petits pas. Je crois qu'entre le grand discours qui donne du sens et une politique des petits pas, il n'y a pas d'incompatibilité. Les agents doivent ressentir assez rapidement des effets très concrets de ce que l'employeur met en place, tout en pouvant se projeter et s'identifier à une stratégie plus générale. Mais on a le sentiment dans les réactions, ce n'est pas vraiment des questions, mais dans les réactions des participants, qu'il y a une différence énorme entre, je dirais, une ville de 9000 habitants, pour ne pas dire 10 000, et une interco un peu importante, ou un département, et que ces préoccupations de RSE sont parfois bien lointaines, parce que comme s'il y avait d'autres priorités, si je puis dire, voilà, nos auditeurs nous font remarquer ça, quoi. Quelle réaction par rapport à vous qui connaissez bien les villes aussi? Oui, alors je connais les villes, mais plutôt de strates grandes villes. Bon, j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de petites communes. Je pense qu'il y a une différence fondamentale qui est cette différence de taille et que la structure soit publique ou privée, il y a davantage de différence entre les petites structures et les grandes structures qu'entre les structures publiques et les structures privées. C'est très clair. L'effet taille, l'effet volume fait que mécaniquement, un agent qui évolue dans une grande structure, certes, peut bénéficier d'un certain nombre d'avantages qu'il aura peut-être moins facilement dans une petite structure, mais par ailleurs est plus au risque de troubles psychosociaux, de mon point de vue, liés à des difficultés organisationnelles plus structurelles, liés à des problèmes de simplification, des problèmes de message, de communication. Et je pense que ces risques sont plus prégnants et qu'en l'occurrence, il n'est pas, comment dirais-je, inopportun que les stratégies RSE soient plus développées dans ces collectivités. Par ailleurs, ces collectivités ont plus de moyens, évidemment, donc elles peuvent développer des plans un peu plus massifs. Dans une petite structure, on aura évidemment une prise beaucoup plus directe avec le réel, d'ailleurs une porosité plus grande avec l'habitant et le citoyen, ce qui fait que la stratégie RSE, même si elle n'est pas formalisée en tant que telle, elle est presque consubstantielle au quotidien. Je pense que les agents se posent moins la question de leur impact social, environnemental ou leur performance économique, entre guillemets, si je reprends ces termes-là, dans leur activité quotidienne, parce que c'est assez évident. J'en profite pour dire à nos internautes que leurs remarques et leurs témoignages sont effectivement intéressants et abondent les propos des intervenants, mais que ce serait bien aussi que ce soit des questions qui nous posent, qui permettraient. Bon, sinon, j'ai les miennes. Je comprends que le sujet est vaste, mais on peut très bien rentrer sur des sujets très très précis, des questions très très précises qui peuvent faire réagir nos intervenants. Il y a une chose qu'on n'a pas encore abordée, Valérie, je dirais, c'est un mot que tu évoquais tout à l'heure, la participation effective des parties prenantes sur un territoire. Ça rebondit sur le fait que les collectivités sont aussi peut-être responsables territorialement de les rassembler ou non, mais il y a un certain nombre de remarques sur ce sujet-là. Oui, et même plus globalement, pour compléter ce que vient de dire Bertrand, c'est vrai que la RSE, c'est à la fois une question de thématique de travail, c'est-à-dire l'inclusion, la santé, l'empreinte écologique, c'est vraiment des domaines naturels de la RSE. C'est une question de posture, je pense qu'on en reparlera après parce que c'est vrai que c'est un élément important collectivement, mais on a déjà parlé un peu de l'alignement. Et puis, c'est une question de méthode également. Et dans les principes méthodologiques, en fait, ce qui définit la RSE est quand même assez important. Le premier, c'est que c'est une démarche qui doit être formalisée parce que la RSE contient en fait une obligation de rendre compte. Cette obligation de rendre compte, elle est fondée sur la nécessité, effectivement, dans la volonté de respecter toutes les parties prenantes, vraiment de faire part
des expériences, parce que on parle de démarches qui sont continues et il ne s'agit pas de faire avec la RSE des révolutions instantanées, mais bien de construire progressivement une écoute du territoire qui fait évoluer les choses de manière continue. Et donc, pour que ce soit réel, il faut avoir une capacité à rendre compte. C'est vraiment une obligation qui est liée à la RSE. Et donc, une capacité aussi, du coup, à produire des indicateurs. Et par rapport à ce qu'on vient de dire sur la taille des collectivités, c'est peut-être plutôt sur ce plan-là qu'effectivement, les petites collectivités sont moins armées et moins habituées à produire des éléments chiffrés parce que c'est un aspect, j'allais dire, entre guillemets, administratif et méthodologique, en fait, de la démarche qui est important. Mais je reviens aussi sur la question de la participation, parce que les parties prenantes, c'est vrai, la participation, fondée donc sur une valeur que je citais tout à l'heure, qui est la loyauté dans les pratiques. Ça veut dire qu'on s'engage effectivement à avoir une démarche d'écoute réciproque et d'écoute respectueuse et loyale, c'est-à-dire informant bien chacune des parties prenantes et surtout lui permettant de participer. Et dans les collectivités, on a bien sûr des instances de dialogue social et le dialogue social a vraiment sa place sur ce champ-là. Mais au-delà de ça, une entreprise qui s'engage dans la RSE, elle s'engage aussi directement ou indirectement à faire entendre la voix de ses salariés, y compris dans ses instances dirigeantes. Or, aujourd'hui, effectivement, dans les collectivités, ça n'est légalement pas possible, déjà pour ce qui est des conseils, mais malgré tout, on peut en tout cas progresser sur ce champ-là et se dire que écouter les parties prenantes, c'est vraiment avoir en tête le respect qu'on leur doit, c'est-à-dire toutes les personnes ont droit à la parole, et puis droit à la parole, ça veut dire effectivement une réelle présence, effectivement, dans des instances de décision, direct ou indirect, mais en tout cas une écoute qui va au-delà de la simple consultation ou même concertation pour aller jusqu'à le partage de décisions, qui est du coup la manière la plus formelle effectivement de faire évoluer les décisions en matière de RSE. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, alors partiellement, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions qui nous sont arrivées. Peut-être que l'appel que j'ai fait, et il y en a une, c'est le mot posture que tu as utilisé tout à l'heure. Alors, tu faisais peut-être allusion à d'autres choses, mais et ça, c'est une question qui, pour vous trois, hein, c'est de revenir un peu sur le rôle et la place du manager dans une politique de responsabilité, ce qui peut paraître. Alors, il y a à la fois leur rôle en tant que tel, leurs compétences, comment ils sont embarqués dans ce genre de démarche. Etc., etc. Donc, ça paraît très, très flou pour un certain nombre de nos internautes. Je peux juste commencer un petit peu à répondre pour poursuivre un peu effectivement sur ce champ-là, parce que effectivement, il n'y a pas de véritable avancée en matière de dialogue social d'une manière générale sans qu'il y ait sur la RSE un dispositif de suivi. Tout à l'heure, Bertrand prenait comme exemple la question de l'égalité professionnelle et c'est vrai que les derniers textes qui sont parus avec la loi de transformation de la fonction publique sur l'égalité professionnelle posent un cadre qui est un bon modèle. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout de déclarer qu'on a des valeurs. En fait, et ben derrière, il faut avoir des actes qui les traduisent. Et donc, du coup, la déclaration est importante. Donc, ça, c'est un élément déjà important. Son portage, effectivement, verbal dans le management est important aussi. Mais ça se traduit aussi par plusieurs démarches, et j'en citerai au moins deux. La première, ça veut dire qu'on se forme collectivement et que du coup, dans cette formation, ben, on forme tous les niveaux. On forme forcément les agents, si on doit apprendre des éco-gestes, par exemple, mais on forme aussi les managers aux objectifs et au sens de la démarche. Et puis, on forme aussi les partenaires sociaux, la direction générale, voire les élus. Et la RSE inclut même éventuellement la formation commune, c'est-à-dire pas juste la formation chacun dans sa case, mais la formation commune dans des dispositifs complets. Et puis, enfin, on suit effectivement, et par exemple, pour l'égalité professionnelle, on a des obligations aujourd'hui à la fois de produire des plans d'action et vraiment dans le principe d'une amélioration continue en se donnant des objectifs qui vont évoluer avec le temps, puisqu'un plan d'action, ça a toujours une durée limitée et on le remet à jour après. Donc, première chose. Et puis, on suit effectivement sa réalisation au travers d'indicateurs qui sont soit partagés, soit qui sont spécifiques à un projet. Mais en tout cas, on a vraiment une démarche de suivi. Et c'est en ça que, du coup, toute la ligne d'une collectivité, en fait, est impliquée depuis l'agent jusqu'aux élus, en passant par tous les niveaux de management. Ça me semble extrêmement important. Bertrand, sur ce point-là. Oui, je crois que c'est majeur, Valérie l'a bien dit. Je pense que dans une organisation, les questions d'organisation en tant que telle et les questions de fonctionnement, de processus de fonctionnement, au fond,
je vais peut-être paraître un peu choquant en disant ça, mais sont assez secondaires. Je pense que les organisations sont faites pour bouger, elles bougent assez régulièrement. Les processus également sont assez évolutifs. On parle toujours de simplification, d'allègement, d'assouplissement. En réalité, ce qui compte, c'est le management. Le management, pour moi, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est un référentiel, c'est un système de valeurs. Je pense que pendant longtemps, les agents étaient en fait attachés à une collectivité. C'était, on va dire, il y avait un sentiment d'appartenance assez naturel. On s'inscrivait dans la culture de la collectivité, indépendamment même de son système de valeurs, parce qu'il y avait une histoire, parce qu'il y avait une stabilité. Aujourd'hui, les agents ayant besoin de repères, ils vont être davantage attachés à un système de valeurs et donc éventuellement bouger en fonction de ce système de valeurs pour retrouver un système de valeurs auquel ils attachent du prix ailleurs plutôt que dans une collectivité qui ne le proposerait pas. Et de ce point de vue-là, ce référentiel est important et le fait que les managers soient alignés sur un même référentiel est quelque chose d'important. Alors, le référentiel peut être très varié, d'une collectivité à une autre, on peut insister sur des éléments qui sont un peu différents, mais on retrouve souvent des éléments qui sont assez proches. Le deuxième chose, c'est la formation au management. Je pense que c'est indispensable. En France, on n'a pas de formation universitaire, on va dire, initiale sur le management. C'est pas une spécialité française, on en retrouve dans les pays anglo-saxons ou dans les pays scandinaves, mais pas en France, même si on a des écoles de management, mais c'est plutôt des écoles de commerce que des écoles de management. On apprend le management plus tard. Alors, on l'apprend sur le tas, on l'apprend parce qu'on y est plus ou moins intéressé. Et donc, je crois que la formation tout au long de la vie sur le management pour les managers, c'est quelque chose d'assez indispensable. J'avais mis en place sur Orléans une école interne de management qui avait l'avantage d'être à la fois, entre guillemets, une école avec un certain nombre de modules différenciés de management selon les besoins des cadres, mais qui avait l'avantage aussi d'être une école interne de management et donc qui permettait de développer aussi une culture commune. Parce que finalement, en agissant sur le management, on agit sur la culture et bien plus que l'organisation ou que les processus, c'est la culture qui est le plus solide. Parce que c'est ce qui sédimente, ce qui fait que les agents ont envie de travailler ensemble et qui peuvent se reconnaître dans un destin un peu collectif. Je crois que ça, c'est important et que, effectivement, par-delà le patchwork d'actions qu'on peut mettre en place, c'est vraiment cette culture commune qui fait que, globalement, les agents ont envie de se lever le matin pour aller au boulot. Alors, il nous reste 9 minutes, le temps passe à une vitesse folle. Frédéric Desmaisons, il y a multiples questions que je vais essayer de rassembler en utilisant aussi des propos de Bertrand et de Valérie. On essayait de trouver une convergence d'objectifs entre la responsabilité sociale et l'action sociale. J'ai entendu, enfin, j'en vois certaines, moi, effectivement, dans la qualité du vie au travail, mais aussi dans les récents propos, dans ce sentiment d'appartenance qui me paraît important au service de l'essentiel, qui est le bénéficiaire final, hein, de toute façon. Aussi une plus grande attractivité des collectivités locales, ce qui ferait venir du nouveau sang, attirerait des jeunes, etc. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, ce qui est déjà pas mal, comment est-ce que vous voyez, vous, une éventuelle convergence entre les deux? Et puis, d'une certaine manière, comment est-ce que l'action sociale peut aussi accompagner les évolutions de la société et du monde du travail? L'action sociale pour le CNAS, elle est toujours calée sur la définition des besoins prioritaires des adhérents, donc des collectivités. Et pratiquement, nous sommes en cours de définir avec les parties prenantes le projet associatif 2026. Après chaque renouvellement, on prend un cabinet, on met tout à plat et on fait des enquêtes quali-quanti très massives, intégrant cette fois-ci les salariés. Donc là, je vois la convergence entre les élus et les salariés, les adhérents, les bénéficiaires, et nous faire un benchmark pour nous comparer et nous comprendre et nous situer. Ce qui veut dire qu'il émanera de cela, je l'espère, de nouvelles offres, par exemple, si elles émanaient des demandes, qui pourront poursuivre l'accompagnement des collectivités. Et effectivement, sur le plan managérial, il y a une réflexion également à avoir, parce que de quelle histoire managériale sommes-nous l'héritier? Qu'est-ce que c'est que le management, qui a quand même une historicité particulière en France, hein, c'est le fayolisme qui a structuré notamment le management de l'administration et toutes les déclinaisons
derrière. Autant Taylor était sur la production, autant Fayol était. Et c'est de cela dont nous sommes héritiers. Et qu'est-ce que l'on peut regarder? Est-ce que le management consiste en quoi? Donner du sens, ça c'est clair. Un système de valeurs qui est propre à la collectivité, ça c'est très important pour avoir des points de repère. Et ensuite, c'est l'incarnation du management dans le quotidien. Donc là, j'y rejoins, mais ça vaudrait peut-être le coup d'avoir un petit temps de se dire de quoi nous sommes héritiers. Et j'ai souvenir de séminaires sur le management où on avait oublié l'histoire et de quoi qu'est-ce que nous voulons pour demain. Parce qu'effectivement, la RSE, elle interroge à la fois notre capacité à travailler les parties prenantes. Et c'est pas simple pour les élus, finalement. Parce que je me souviens que dans 2 grands projets territoriaux de développement durable que j'ai conduits, dans des modes extrêmement participatifs, y compris les agents nous réinterrogeaient. C'est quoi la politique de l'eau? C'est quoi la politique de transport? C'est quoi la politique d'assainissement? C'est quoi la politique de logement? Donc la cohérence, pour faire sens, doit pouvoir combiner un rattachement de ce que nous sollicitons auprès des salariés, sous réserve que l'ambition politique soit portée de façon concrète. Ça, c'est très difficile. C'est notre job tous les jours. Alors, C'est notre défi permanent, mais c'est pas neutre. Je me permets juste de vous couper parce qu'il y a un certain nombre de remarques à ce sujet-là. C'est qu'il y a deux entrées. Il y en a une qui est effectivement donner du sens et surtout, je dirais, rendre compréhensible l'émission. Parce qu'on s'aperçoit, il y a une enquête qui a été faite il n'y a pas très longtemps par le collectif Nos services publics, où on voit cette question qui est fréquente de personnes qui ne comprennent pas leur mission et qu'à partir du moment où elles commencent à les comprendre, qu'elles comprennent celle de leurs collègues, leur place dans la chaîne publique, tout d'un coup, on comprend l'enrichissement qu'on peut apporter. Et là, c'est peut-être des endroits où la responsabilité sociale et l'action sociale se rejoignent. Et puis, de l'autre côté, moi, je trouve, je parle pas en mon nom propre, évidemment, qu'il y a une vision peut-être un tout petit peu idéale des élus, simplement sur un sujet, c'est que moi, en tant qu'animateur ou journaliste, etc., j'ai toujours beaucoup de mal à trouver des élus qui s'intéressent aux ressources humaines, quand même. Hein. C'est quand même pas je sais que c'est un sujet délicat. C'est un segment budgétaire très important des collectivités. Non, je voudrais juste, après je m'arrête tout de suite, attirer l'attention sur la petite alerte que j'ai lancée tout à l'heure sur le reste à vivre d'un certain nombre de catégories C et B. Et certains A décrochent. Et j'ai en mémoire que c'est un signal à ma façon, hein, que 37% des enseignants avaient voté Marine Le Pen aux dernières présidentielles. 3 petits points. D'accord. No comment sur ce sujet-là. Il nous reste 2 minutes. Il y a 2 questions qui sont très différentes l'une de l'autre que je voulais vous poser. La première, c'est plus, je dirais, une confirmation des propos qu'on avait tout à l'heure et qui est parlante. Comment espérer une RSE digne de ce nom dans une collectivité de 1900 agents qui n'a pas transmis de bilan social depuis 3 ans? Voilà, on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est plus un triste constat qu'une question. Enfin, sauf si vous avez un élément de réponse, il sera bienvenu et vous rendrez un internaute heureux. Mais enfin, bon, voilà. La réponse, c'est de commencer peut-être à faire un bilan social, ce qui en soi est une démarche très constructive. Et justement, en sachant que les indicateurs, on n'a plus besoin de les réinventer, ils existent et on peut s'appuyer aussi, et ce sera de la RSE, sur le savoir-faire d'autres collectivités, parce que le travail avec des partenaires, c'est quelque chose d'assez positif. Mais ça nécessite effectivement d'y consacrer des moyens. Et pour répondre à ta question, aujourd'hui, il y a plus d'élus qu'avant qui commencent à s'intéresser aux ressources humaines. Ça vient. Et puis, il y a des obligations nouvelles parce que le fait d'avoir à délibérer aujourd'hui sur les fondamentaux de l'action sociale et les orientations RH en début de mandat, ça mobilise les élus et donc ça y contribue. Et c'est bien l'illustration, effectivement, que le progrès continue. C'est ça, ça peut partir quelquefois, effectivement, de questions basiques. Mais faire une démarche de bilan social, c'est super intéressant, en fait. Et puis, une dernière question sur un point qu'on n'a pas abordé, peut-être Bertrand. Sur la commande publique, est-ce que la commande publique peut être un levier de responsabilité sociale et comment? Alors, les collectivités doivent voter maintenant des SPASER, c'est un jargon pour dire des schémas d'achat éco-responsables. Évidemment, c'est un levier pour plein de raisons et qu'on a notamment cité comme exemple tout à l'heure un certain nombre d'éléments. C'est un levier qui peut rester un petit peu lointain pour beaucoup d'agents, sauf pour les acheteurs du quotidien. Mais en tout cas, ça fait un fil rouge aussi entre la commande politique et la responsabilité sociale interne. Je rajouterai tout à l'heure, le bilan social a été abordé. Pour moi, il y a le bilan social et puis il y a
il y a faire un diagnostic social de la collectivité, c'est pas la même chose. Un bilan social, c'est une photographie, on va dire, statistique de l'ensemble des conditions de travail. Un diagnostic social de la collectivité, ça va beaucoup plus loin. C'est que là, on va vraiment interroger les agents sur leur état de bien-être et on est dans une démarche qui est beaucoup plus profonde. Très bien. Alors, il y a un mot que je reprends qui est venu à plusieurs reprises et que d'ailleurs on avait éventuellement pensé à évoquer, c'était que ces deux démarches se retrouvent dans le fait qu'il y a une volonté de capacité d'amélioration continue de l'organisation. C'est une manière assez jolie de dire les Élégante. élégante. Vos commentaires, Monsieur Desmaisons? Non, aucun. C'est parfaitement résumé. Bien, bah écoutez, il est 12 heures. Nous avions dit qu'on respectait le temps qui nous était imparti. Je voulais évidemment remercier le CNAS qui nous a permis de réaliser cette émission. On a pu parler de certaines choses, pas de tout évidemment. Je voulais vous remercier évidemment tous les trois d'avoir pris du temps malgré Merci à vous. problèmes techniques, vos agendas chargés pour certains, je ne cite personne. Et puis, écoutez, à très bientôt pour une autre webconférence. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci.